Oui, merci, Monsieur le Vice-président, chers collègues. Notre groupe voudrait émettre quelques remarques et suggestions sur ce schéma. Nous partageons bien sûr le principe d'un observatoire pour produire un diagnostic annuel, la volonté de partager des pratiques, l'attention portée à des thématiques ciblées, l'appui à des actions sociales. Car la prévention de la délinquance, c'est d'abord de la présence humaine, du sens et de l'équité. Il nous semble qu'il manque dans ce schéma peut-être des objectifs clairs qui permettraient de proposer une évaluation quantitative et qualitative. Il n'est pas forcément évident de distinguer ce qui relève d'un catalogue d'actions préexistantes qui sont tout à fait valables, mais qui ne garantissent pas pour autant une stratégie et donc l'atteinte de résultats identifiés. Ce schéma, il est évidemment adossé à la stratégie nationale de prévention de la délinquance 2020-2024, laquelle met beaucoup l'accent sur la délinquance juvénile, mais passe complètement sous silence la délinquance en col blanc. Pour faire court, cela laisse entendre que la délinquance concerne exclusivement les moins de 30 ans, plus sérieusement la jeunesse combinée à la pauvreté. On a l'habitude, mais on s'en désole toujours. La délinquance en col blanc, c'est l'appât du gain sans l'état de nécessité. Quand on la tolère, on ne peut pas vraiment dire qu'on propose des modèles positifs auprès de la jeunesse. De plus, l'État s'appuie sur les collectivités locales pour décliner des actions qui relèvent directement de sa compétence. Et en même temps, le gouvernement encourage la compétition incessante entre les individus, accentue les inégalités sociales, diminue les moyens nécessaires à l'éducation et à la justice. Ce ne sont pas quelques effets d'annonce qui vont nous convaincre du contraire. Alors les collectivités tentent de colmater les brèches et c'est à vrai dire dans leur intérêt. Le schéma présenté ce soir indique que notre métropole est marquée par une délinquance liée au trafic de stupéfiants d'une part, de même qu'à une situation sociale difficile avec un taux de chômage supérieur à la moyenne nationale, une grande précarité, 20% des ménages vivant sous le seuil de pauvreté. C'est sûr, quand vous avez peu de chances d'avoir des revenus réguliers, dans tous les sens du terme, vous êtes plus facilement tenté d'en obtenir de manière illicite. C'est une évidence bonne à rappeler, il y a des facteurs socio-économiques à la délinquance. Il importe que le schéma de prévention présenté ce soir prenne en compte ces facteurs de risque et que ce schéma s'articule avec d'autres schémas et plans votés dans cette enceinte. Sur la prévention des addictions, quelques suggestions. Il aurait été intéressant d'intégrer à ce schéma l'expérimentation de salles de consommation à moindre risque. Il nous semble que le volet dédié à la prévention routière aurait mérité de plus large développement. Sur nombre d'actions sociales tout à fait utiles, telles que la sensibilisation de terrain, les actions de prévention des violences intrafamiliales, du décrochage scolaire, de réinsertion des détenus, on regrette des budgets prévisionnels faibles au regard des enjeux présentés. Sur les actions d'éducation aux médias, on s'étonne de ne voir dans les partenaires aucun professionnel sur le sujet. C'est vraiment dommage. Ce sont des actions qui méritent d'être traitées au long cours. Ça ne semble pas être le cas. Et il serait tout à fait intéressant d'intégrer aussi des actions d'éducation à l'image dans les projets de vidéosurveillance, projets que notre groupe conteste mais dont il faut bien prendre acte et qui nécessitent un cadre sûr et éthique. J'en profite pour rappeler que le rôle de la vidéosurveillance dans la prévention n'est pas du tout avéré, pas même dans la dissuasion. Je vous renvoie au rapport de la Cour des comptes publié l'année dernière qui estime, je cite, que l'efficacité n'est pas prouvée pour des coûts pourtant importants, comme l'indique un article publié il y a un an dans la Gazette des communes, journal que vous consultez régulièrement, chers collègues, je n'en doute pas. Cet article précise ainsi que la Cour des comptes s'interroge aussi sur l'utilité de continuer à flécher les subventions sur la vidéosurveillance quand d'autres secteurs pourraient en bénéficier. Enfin, elle interroge la légalité de subventions versées par les régions et les départements pour l'installation de la vidéosurveillance, la sécurité n'entrant pas dans leurs prérogatives. Voilà, il nous semblait important de vous livrer ces quelques réflexions pour contribuer aux travaux du Conseil métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance. Évidemment, malgré ces quelques réserves exprimées ici, notre groupe votera pour ce schéma.